Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-François, j'habite à Hautefort, et c'est à Hautefort que j'ai rencontré Cyril il y a quelques années maintenant. Je vais pas dire mon âge, sinon on va encore me dire que je suis vieux. J'ai rien dit. Si, t'as commencé. Et je suis écrivain depuis quelques années, et chaque fois que j'ai eu des problèmes informatiques, ce qui est souvent, heureusement que Monsieur Girardot était là pour me sauver mes fichiers de bouquins. On a sympathisé, et quand Cyril a voulu lancer une liste sur Hautefort, pour pas laisser la place à l'équipe habituelle, on se doutait bien que c'était difficilement jouable, mais on s'est dit on va y aller quand même, et moi je regrette rien, parce que cela fait que renforcer tout le bien que je pense de Cyril, et je parle humainement, hein, parce que pour moi c'est super important. Et il y a quelques années, en tant qu'écrivain, moi je suis né à Paris, mon père est de la Dordogne, mais ma mère était de l'Oise. Donc moi je venais en vacances en Dordogne au départ, et c'est vrai que dans ma famille, je vais vous la faire courte, hein, on va rentrer dans le sujet de la Constitution très vite. Ma grand-mère, mon oncle utilisaient des mots que je comprenais pas, c'était ce qu'on appelait le patois, machin, et puis donc je m'y suis intéressé. C'est là que j'ai appris que c'était une langue et ça je tiens vraiment à le dire, parce que c'est très important pour la suite de ma trajectoire et de mon écriture. Alors moi j'ai travaillé plutôt sur la courtoisie, sur la poésie, sur les chevaliers qui avaient développé le concept de respect de la femme, de respect de l'autre. C'est ce qu'on appelait les troubadours. Alors c'est tout sauf la version française, hein, du Guignol qui joue du banjo sous les fenêtres, ça c'est pas ça du tout, hein. C'était ou des nobles, et ce qui est extraordinaire, ou des non-nobles, donc des ignobles, qui étaient de basse extraction, et qui, grâce à leur talent d'artiste, pouvaient se retrouver à traverser toute l'Europe, à chanter que le meilleur homme, l'homme qui se veut meilleur, ne peut être meilleur que si ose être en amour et qu'il considère la femme qu'il aime comme son égale, voire sa supérieure. Je parle de ça il y a 900 ans. Hein. Je trouve qu'on n'a pas à avoir honte de cette tradition au niveau de la langue et de la culture occitane et de ces poètes périgourdins, et j'ai écrit plutôt là-dessus. Et puis il y a quelques années, ça marche pas mal, ça va, merci. Et mon éditeur me disait vas-y et continue là-dedans, puis j'étais un petit peu fatigué. Et il faut savoir qu'à 6 km d'Hautefort, où on habite le village avec Cyril, il y a un panneau marqué 6 km, tombe du roi d'Araucanie. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me rappelle, des gamins, quand on venait en vacances, j'avais demandé à mon père, papa, qu'est-ce que c'est? Parce que, évidemment, à l'école de la République française, on apprend les rois, les Louis, 12, 13, 14, 17, 23, mais un roi d'Araucanie, et qu'est-ce qu'on disait dans le village? Oui, bon, c'est farfelu, un charlot, un mytho, les visions, très un colonisateur, bon. Puis j'ai oublié, et puis il y a quelques années, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on sait de vrai sur le gars? En étant devant la tombe, parce que des romans, il y en a, mais des ouvrages historiques, est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il y en a pas? Il y en avait pas. Je me dis, tiens, que je trouvais un super prétexte, un super sujet pour partir loin, longtemps, de l'autre côté de la planète, et l'idée d'aller mettre le nez dans les archives à Santiago du Chili, j'approche du Chili, pour voir si oui ou non, on avait des documents sur ce mec-là. Et en 2007, en décembre, la première fois, on m'a répondu « Si, señor », et on m'a amené des pleins chariots de documents inédits, archives militaires, judiciaires, policières, diplomatiques, qui prouvaient que toute l'histoire d'Antoine de Tounins, paysan au départ, qui avait pris une particule de noble, parce que la légende voulait dans la famille qu'il soit noble, et qui est parti à l'aventure, était vraie. Donc je me suis dit que j'avais trouvé un super sujet de scénario, parce qu'au fur et à mesure que je traduisais les trucs en espagnol, les documents inédits, c'était encore plus incroyable que ce qu'on n'a pas voulu croire. Et c'est là que je me suis aperçu que je faisais fausse route en travaillant là-dessus, parce que le sujet principal, c'est pas ce périgourdin, c'était pas ce blanc, c'était le peuple amérindien qu'il a rencontré, qui est un peuple amérindien qu'on appelle les Mapuches, qui vivent dans la cordillère des Andes, des deux côtés de la cordillère, parce que pour eux, il n'y a pas de frontière. Vous voyez, c'est un peu comme comme. Alors, pour penser à un Mapuche, comment c'est un Amérindien des montagnes? Ils vivent dans les montagnes. Donc c'est une mentalité de montagnard. C'est pas comme les Amérindiens des plaines dont on a plein de clichés avec les westerns de propagande américaine. C'est pas un Sioux, c'est pas un Cheyenne, c'est pas un Apache. C'est des têtus. Vous connaissez les Basques dans les montagnes. Vous voyez vous voyez les Corses, vous voyez des Kabyles, vous voyez des Afghans dans les montagnes. Et ben le Mapuche c'est pareil, il est de la montagne. Et tu vas pas aller lui dire que d'un côté c'est le Chili, de l'autre côté c'est l'Argentine, parce que para ellos de ambos lados
es el territorio, es Mapu, el territorio de los Mapuche. Che, c'est l'être. Mapu, c'est le territoire et la montagne. Pourquoi? Parce que ce Périgourdin, il y a 160 ans, il a eu l'idée, en rencontrant ces gens qui étaient à l'époque encore libres, de leur écrire une constitution. Bon, voilà. Donc moi, j'ai écrit ce bouquin sur ce personnage-là. Les années ont passé et j'ai rencontré en moyenne montagne et dans le sud du Chili les actuels chefs de communauté mapuche qui sont toujours en lutte, faut le savoir. C'est des peuples en lutte qui souhaitent l'autonomie ou la sécession, qui ne se considèrent toujours pas como chileno, pero solamente como mapuche. Et par ailleurs, moi, ce qui m'intéressait au plus haut point, c'est que les actuels leaders du mouvement sécessionniste ou autonomiste mapuche, qui, depuis les lois mises en place par un certain Augusto Pinochet, sont classés terroristes, avec tout ce que ça veut dire que d'être classé terroriste par les lois mises en place par l'armée chilienne, c'est ce que je veux dire. Ces différents leaders actuels du mouvement sécessionniste et autonomiste mapuche m'ont dit qu'ils descendent, que leurs arrière-grands-pères et l'abuelo de los abuelos descendent en droite ligne des chefs de guerre qui avaient choisi Antoine de Tounens comme roi d'Araucanie et de Patagonie, le gars qui est enterré à Tourtoirac. Donc les années ont passé, parce que maintenant ça fait 15 ans, j'ai des vrais amis chez les Chiliens et chez les Mapuches, et petit à petit, au fur et à mesure que je revenais de mes voyages, j'essayais de dire, il y a déjà quelques années, à la presse locale, et même j'ai fait quelques tentatives du côté de Paris, je sens qu'au Chili, ça monte. Il y avait une colère, mais qu'on peut... Alors déjà, dans le sud Chili, pour les Amérindiens, alors pour ceux qui s'intéressent, dans l'ancienne Araucanie, sud Chili, il reste environ 900, 800, 900 000, peut-être 1 million de Mapuches dans la cordillère des Andes. Et par contre, ceux qui se sont installés en ville, dans les banlieues de Santiago ou de Valparaiso, qui sont des citadins, mais des très pauvres, hein, puis surtout très souvent cramés par la drogue ou l'alcool, sont 200 ou 300 000 dans les suburbios, c'est les Santiago, les Valparaiso. Et j'essayais de dire à des copains du journal Sud-Ouest à Périgueux ou à d'autres que je rencontrais comme ça, je savais les gars, moi je sens qu'il y a une tension au-delà du territoire mapuche, les Chiliens, y compris des gens qui se définissent comme il suffit de prendre un taxi, en principe le taxi il n'est pas de gauche, hein. Mais on sentait qu'il y avait une colère, les gars disaient mais nous même en bossant, on bosse comme et on n'y arrive plus. Et surtout ce qui a fait disjoncter, c'était une colère qui est générale et qui était transversale à des populations citadines de gauche et de droite. C'est ce qu'ils appellent los AFP, c'est Herencia de Fondos Privados, c'est-à-dire que depuis el golpe de Estado de 73 de Pinochet, ceux qui derrière ont écrit la constitution de Pinochet, qui était ce qu'on appelait les Chicago Boys, ont imposé une constitution ultra-libérale. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que dans le contexte à l'époque en Amérique latine, il y avait des contre-projets qui se créaient notamment à Cuba, un peu dans le nord, et que du coup les Américains ont décidé de frapper fort, parce que le problème, c'est que effectivement Cuba c'était un coup d'État qui succédait à un contre-coup d'État, sauf que les Chiliens, ils avaient voté pour Allende de manière démocratique. Et là, c'était un vote démocratique du peuple chilien qui souhaitait un gouvernement de gauche. Donc la suite, vous la connaissez aussi bien que moi, coup d'État, Pinochet installé, et ceux qui ont rédigé cette constitution, qui est une constitution ultra-libérale, ont souhaité faire du Chili en Amérique latine le contre-projet parfait, c'est-à-dire la vitrine de l'ultra-libéralisme à l'anglo-saxonne. Au Chili, tout est business. C'est-à-dire que quand je leur dis que des fois, moi j'ai des problèmes d'asthme et que je peux me faire rembourser mes médicaments, les gars me disent « Ah, t'es communiste !» Même des gens de gauche. Pour eux, quoi vous pouvez avoir des médicaments remboursés. Et puis surtout, Agencia de Fondos Privados, c'est-à-dire qu'on considère qu'on vous prend de l'argent sur votre paye dès le départ, et puis pas mal, hein, en vous disant qu'en contrepartie, tout ça est versé à des fonds privés qui, arrivé un moment, vous donneront de quoi... sauf que les gens se sont aperçus qu'au final, entre ces fonds privés qui sont achetés, rachetés, qui coulent
eux spéculent énormément sur la masse d'argent qui est prise au jeu. Mais au final, quand tu arrives plus ou moins au moment du retiro, de la retraite, tu touches pas un quart ou un tiers de ce que tu avais prévu, sauf que arrivé à ce moment-là, t'es vieux, hein. Donc on s'en fout. T'es pas content, c'est comme ça. Donc ce concept de retraite obligatoire mais privatisée, quoi, c'est ça qui les a fait disjoncter. Et quand j'ai expliqué, quand on nous a vendu ici que c'était évidemment les étudiantes qui avaient commencé dans le métro à sauter les trucs pour pas payer, que ça avait commencé à faire des mouvements de foule, mais ça faisait déjà des mois que ça montait, qu'il y avait une colère. C'est parti aussi chez les Mapuches parce qu'il y a eu des assassinats ciblés de leaders autonomistes, notamment, là j'ai eu du bol parce que c'est arrivé 2 semaines après que je sois rentré, parce que c'était dans la communauté où j'étais qu'il y a eu que ça sérieusement flingué. Et donc déjà l'Araucanie était en soulèvement pratiquement général. Quand ? Eh bien en même temps, ça a commencé à prendre au Chili. N'oublions jamais, je l'avais dit à Cyril, à quel point le mouvement, alors on en pense ce qu'on veut, hein. Moi je suis pas là pour juger, moi je suis pas. Le mouvement des Gilets jaunes a été vécu au niveau, je parle pour l'Amérique latine, et pas simplement à Chile, hein, mais à Argentina, à Pérou, comme un mouvement où les gens compris en disant on peut, nous aussi. Si on n'est pas content, aller se battre. Et puis alors, il faut savoir que celui qui était devenu la star des réseaux sociaux au Chili, en Argentine et au Pérou, pour ce que je connais, vous savez, c'est ce gars-là qui était boxeur et qui a mis plusieurs coups de poing dans la tête d'un flic et qui avait les deux trois CRS qui reculaient. Et le gars, ça a été partagé, mais des milliers et des milliers de fois pour des gens qui disaient, mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on. Alors, je cautionne pas la violence. Je suis un non-violent. Enfin, tu le sais, Cyril. Je tuerai pas une mouche. Mais ça donne une idée du ras-le-bol qui montait. Et ce que je retiens de ça, c'est que je sais pas si, je suppose, vous voyez un petit peu la géographie. Le Chili, on dit souvent que c'est la plage de la Cordillère des Andes parce que en largeur, c'est 3 fois rien. Ça fait 150, 200 bornes. Par contre, en hauteur, ça en fait 3000 et quelques. C'est-à-dire que tu mettrais ça en Europe. T'es au sud du Portugal. Tu peux monter plus haut que la Norvège. C'est le même pays. Alors que par contre, tu fais 200 bornes à gauche et à droite, c'est fini. C'est un truc de fou quand même. Mais ce que j'ai retenu, c'est que le soir où ça disjonctait, qu'est-ce qui fait dans un mouvement, dans un soulèvement populaire, que pratiquement au même moment, ça pète un câble à Punta Arenas, c'est-à-dire sur la Terre de Feu, sur le détroit de Magellan, en même temps à Antofagasta, qui est tout au nord, à la limite d'Atacama. Et ce que je retiens de ça, c'est que quand ça disjoncte, tu peux plus tenir le truc. Ce que je retiens aussi, c'est que il y a des trucs qui fait que tu sens que ça monte, mais ça part pas. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, et ça y va. Donc ensuite, j'ai continué à dire, quand j'ai vu ça, à prendre contact avec quelques médias pour dire, mais les gars, moi, ce que je lis, ce que je vois à la télévision, on t'explique que non, faut pas voir, ça n'a rien, ça a aucun rapport. Je fais, si, moi je voyais des rapports partout, hein. Mais la vision qu'on nous a présentée, qu'on nous a donnée de ce soulèvement au Chili, dans les médias français, je l'ai dit à des copains journalistes, ils disent, écoutez, je suis désolé, moi j'y étais, parce qu'au mois de novembre, moi j'y suis de retour, et il faut savoir que symboliquement, les Chiliens, dans la capitale à Santiago, avaient bloqué un carrefour gigantesque qui est l'entrée des quartiers riches. Et ils avaient décidé d'appeler ça la Plaza de la Dignidad, la place de la dignité. Où ils ont bloqué ça avec des barricades, où il faut signaler quelque chose qui est très important, c'est que dans des pays d'Amérique latine où c'est quand même super macho, on peut pas imaginer à quel point, pour les filles, c'est pénible eh bien, les mouvements féministes ont été en pointe, les nanas ont été en pointe dans toutes les bastons. Et ça, il faut le voir, hein, parce que je l'ai vu. Et il y avait des gars qui disaient cuidado amigo, parce qu'elles sont folles. Elles partaient se bastonner en première ligne. Parce que le fait de voir l'homme comme étant tout autant écrasant pour la femme que l'État. Voilà le concept des féministes chiliennes.
et ça a d'ailleurs pas mal secoué, y compris chez les Mapuches, de voir que les femmes Mapuches, elles étaient plutôt d'accord avec les autres nanas. Donc ça a secoué pas mal. Et puis, ceux qui étaient souvent cités sur les barricades à la Plaza de la Dignidad, quand j'y étais, je t'en ai parlé, les références étaient très souvent françaises. On parlait de los chalecos amarillos, gilets jaunes. On parlait de los indignados, le livre de Hessel, Indignez-vous, qui a été traduit en espagnol et qui est très lu en Amérique latine. Et on parlait aussi d'un des ouvrages de l'économiste qui s'appelle Piketty, sur le capitalisme, où les gars, ils parlaient de ça sur les barricades, on disait, ça, il faut faire ça. Et leur rêve ultime, c'est d'avoir droit, peut-être, dans le projet, à une retraite, une vraie retraite, sur le modèle de ce qu'on avait en France avant que ça commence à être saboté. Et puis, effectivement, d'avoir droit à ce que les médicaments puissent être remboursés aussi pour les pauvres, parce que le système étant comme ça au Chili, c'est t'as de l'argent, tu te soignes, t'as pas d'argent, t'es foutu. C'est même rentré dans la mentalité des jeunes, c'est atroce. C'est-à-dire que tu rencontres, tu te fais des copains, des copines, tu reviens 2-3 ans après, t'as des nouvelles, machin, t'as des nouvelles de machine. Ah ben non, elle est morte. Bon, il avait 32, 33 ans, ou il avait 24, 25. Mais quoi? Elle était malade. Oui, mais malade de quoi? On sait pas. Puis de manière, comme elle avait pas de quoi se soigner. Et puis c'est comme ça. On s'en fout, c'est des pauvres. Hein. Ou c'est des Indiens. Et alors, il faut voir qu'en ce moment, suite à cette grosse bagarre qui a eu lieu partout dans Santiago, jour et nuit, eh bien, ils ont obtenu le droit parce que le gouvernement a vacillé. La répression a été féroce. Ils n'ont pas voulu donner les chiffres, mais on estime à plusieurs centaines de gueules cassées, parce que c'est les mêmes armes. Hein. Ça, c'est la technique de ce qu'on appelle les trucs les lance-grenades là pour crever les yeux. Merci. C'est ça le mot que je cherchais. Et parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait peur. Et les Chiliens, d'ailleurs, trouvaient que c'était entre guillemets passeport, parce qu'ils ont l'habitude, hein, eux, de se faire tirer dessus, de se faire torturer, de se faire buter. Et ça, ils s'en foutent. J'exagère à peine. Hein. Mais par contre, de se retrouver avec un œil, la gueule en travers ou quoi que ce soit, tout le monde a peur de ça. Et ça casse le mouvement. Et c'est fait exprès, je suppose. Et avec tout ça, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont réussi à imposer le concept de rédiger una nueva constitución. Le projet, c'est de proposer, de jeter aux oubliettes la constitution des Chicago Boys mis en place suite au coup d'État de Pinochet, pour créer quelque chose qui serait post-libéral, et par ailleurs, qui fait que les Mapuches, qui sont citadins, jouent la carte à fond, parce que ils auraient pour la première fois inscrit dans cette nouvelle constitution, c'est rédigé, hein, c'est fait. Les travaux ont été rendus, quelques articles qui permettraient de reconnaître, le peuple mapuche comme entité, le fait qu'ils puissent continuer à apprendre leur langue sans qu'on vienne leur dire comme les blacks on nous fait ici, ouais, c'est du patois, ça sert à rien votre truc, et qu'ils puissent parler leur langue. Et puis aussi protéger les sites qui sont sacrés pour eux. Et ça va être mis, parce que ça a été le deal, au vote, apruebo, ou alors refusé, rechazo, par référendum, fin septembre, début octobre. Je vous cache pas qu'aux dernières news, ça me paraît mal barré, parce que les médias dominants font une campagne de presse démentielle en disant que c'est une constitution de communistes, que à longueur de télé, on vient leur expliquer que si jamais c'était adopté, ça serait une catastrophe pour la compétitivité de l'État chilien. Donc, et puis surtout les techniques de dire oh là là, mais d'expliquer aux pauvres, parce qu'il y en a plein. Oh là là, mais si les Indiens ont des droits, ils vont venir vous piquer vos terres. Ils vont venir, si on leur rend leurs terres, c'est toi qu'on n'aura plus. Donc on monte les pauvres les uns contre les autres et voilà. Plus largement que ça, il faut dire qu'il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire en Amérique latine. Hein. C'est que, mis à part le Brésil, où il va y avoir le match retour il n'y a pas eu de match aller parce que Lula était en tôle.
mais il va y avoir le match retour entre Bolsonaro et Lula. Tout le reste, bon, ça c'est en langue brésilienne, vous savez le Brésil, mais tout le reste de l'Amérique del Sur, de langue castellano, c'est la première fois historiquement que, avec des votes démocratiques, la majorité a voté pour des gouvernements de gauche qui ne veulent plus du projet libéral qui leur a été imposé par 50 ou 60 ans de dictature soutenue par les anglo-saxons. Je suis très inquiet, hein, parce que pour parler business, au sud de Patagonie, pour les Mapuches, celle-là constitue les 3e ou 4e plus grands gisements d'huile ou de gaz de schiste au monde. C'est là, au lieu dit vaca muerta, vache morte, que 4 pétrolières sont et ça c'est Greenpeace, hein, vous pouvez vérifier sur, tu feras mieux que moi sur internet, sur Greenpeace qui a prouvé qu'il y a 4 pétrolières qui sont accusées donc de pollution massive de l'environnement, parce qu'ils vont chercher dans le sol en fracturant le truc, et donc ils remontent des gaz et des boues. Et évidemment, tout ça, ça coûte, hein, pour nettoyer, donc ils sous-traitent à des pimpins locaux qui baignent tout ça dans les camions, ils vont verser ça dans les prés ou dans les rivières, et toutes les communautés autour sont empoisonnées. On va leur dire, et s'ils sont pas contents, bah surtout caillaté. Et c'est comme ça qu'il y a à nouveau des assassinats, à nouveau des arrestations. Je dis pour ça parce que parmi les 4 pétrolières, il y a Total. Vous savez, c'est les mêmes qui nous disent qu'il faut rouler à 80 km/h ici parce que sinon on va tuer la planète. Donc faut être de bonne humeur quand même. Et côté Chili, n'oublions pas que dans l'ancienne Araucanie, les Mapuches qui restent sont parqués, grosso modo, sur 3% du territoire de l'ancienne Araucanie. Les 97% qui restent appartiennent à 3 familles chiliennes qui font de l'exploitation forestière. Donc, catastrophe économique de premier plan parce qu'ils plantent des pins dans la cordillère des Andes. Je peux donc vous dire que quand le Pacifique Sud et le tempête arrivent, comme on dit ici, ça buffe, hein. Et il y a ni l'océan ni la montagne qui veut reculer, donc du coup les pins ça tombe, ça assèche tout, ça fait tout dévaler. Mais ces 3 familles ont toujours été des grands financeurs de Pinochet, ils ont pas envie de lâcher l'affaire. Et puis au nord du Chili, bah, au niveau des métaux rares, comme on dit maintenant là, et surtout pour le cuivre, bah, l'Atacama c'est une ressource. Donc j'ai bien peur qu'il soit de l'intérêt de énormément d'entrepreneurs, hein, de gens extrêmement en marche, comme dirait l'autre, que cette nouvelle constitution n'aboutisse pas. Voilà, je pense que... Ouais, si, j'ai fait un monologue, hein, si je suis pas clair, si vous avez des questions, si... c'est pas si simple que ça, n'oublions pas que dans la mentalité des Amérindiens, je vais vous embêter un petit peu, ils ne comprennent pas forcément comment on pense, ce qui fait qu'à la limite, pour eux, des idées de droite pure et dure, ou des idées de gauche pure et dure, pour eux, c'est déjà des idées de blanc. Et que certains Mapuches ne veulent même pas rentrer les Mapuches qui sont restés en Araucanie, hein, dans les zones de moyenne montagne. Ils veulent même pas qu'on vienne leur expliquer projet de droite, projet de gauche, projet de nouvelle constitution, parce que ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est la sécession ou l'autonomie. C'est pas le cas des Mapuches qui sont au nord du Chili, dans les villes, et qui, eux, se sont impliqués majoritairement dans des partis de gauche qui soutiennent la nouvelle constitution. Et là, je pense vous avoir fait quelque chose d'à peu près correct. Donc, l'Amérique du Sud, la situation est très, très volatile. Vous vous rendez compte que même en Colombie, depuis des années, si on veut parler d'un État voyou, là, c'était que des gangsters. Les derniers présidents colombiens n'ont été réélus que parce que les opposants ont été tués. Les gars étaient vaguement de gauche, il leur arrivait des accidents.